Le Japon est un archipel de 3300 km de long, avec 6852 îles, secouées en moyenne chaque année par des centaines de tremblements de terre. Heureusement, la plupart sans danger. On se salue en s'inclinant légèrement, sans faire de bises ni poignées de main. Oui, mais quelles sont les spécialités sexuelles ? Lui, c'est Antonio Fischetti, un journaliste scientifiquement porté sur le sexe. Son truc, c'est d'enquêter sur les sexualités du monde entier. À lire son dernier ouvrage, Sac à dos et libido, publié chez Jean-Claude Lattès. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note. Ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Spotify. Sac à dos et libido, le podcast des pays racontés par leur sexualité. De tous mes voyages, sexuellement parlant, c'est le Japon qui m'a le plus frappé. Par exemple, dans le quartier de la gare de Tokyo, à Shinjuku. On peut croiser dans la rue des jeunes femmes en tenue sexy d'écolière. On peut aussi voir des distributeurs de petites culottes féminines ou des cordes en vente dans les supermarchés pour pratiquer le bondage, qui consiste à attacher son partenaire. On l'appelle d'ailleurs kimbaku au Japon. Comment est né cet art de ficeler les corps et comment il se pratique ? Pour mieux comprendre l'esprit de ce jeu érotique, je vais appeler Constantin Simon. Il est journaliste et vit au Japon et il a aussi réalisé un film sur le kimbaku, justement. Épisode 4, le kimbaku ou l'art des cordes au Japon. Constantin, bonjour. Bonjour. Alors, tu habites au Japon depuis pas mal de temps déjà, hein ? Oui, Antonio, je vis au Japon depuis 2018, donc ça fait 4 ans. Alors, j'ai vu dans ton film qui va être diffusé sur Arte qu'on parle du bondage, ce qu'on appelle là-bas le kimbaku. Ça n'a rien à voir avec cette pratique sadomasochiste qu'on pourrait imaginer. Là-bas, c'est vraiment un art, en fait. Ah oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant dans le kimbaku, c'est que à l'origine, ça remonte donc on va dire au Moyen-Âge nippon, à l'ère Edo, c'est-à-dire 17e, 19e siècle, et ça a même commencé avant. Il y avait un art qui s'appelle le Hojojutsu, qui était une façon d'attacher les prisonniers, les criminels. Et donc, c'est à partir de cet art, donc vraiment utilisé par la police ou par les autorités, qu'est née cette pratique érotique qui s'appelle le kimbaku, le shibari. Il y a des artistes qui se sont mis à revisiter ces pratiques médiévales et à en faire un art du plaisir érotique. Oui, mais concrètement, où est-ce qu'on voit ça ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des clubs, il y a des spectacles, ou est-ce qu'on va s'acheter sa corde et puis on fait ça chez soi Ah bah il faut connaître des gens. Mais il y a des séances de kimbaku dans des bars. Moi j'ai assisté à une séance de kimbaku dans un bar, mais un bar privé si vous voulez. Et j'en ai assisté à une autre carrément dans un studio privé. Mais il faut connaître quelqu'un qui vous recommande si vous voulez. Parfois donc la séance peut être payante. Il y a d'ailleurs des femmes qui sont rémunérées pour être attachées, soit elles demandent à être attachées et parfois même elles payent pour être attachées. Oui, mais il n'y a pas forcément un acte sexuel, c'est-à-dire c'est l'érotisme est dans le fait d'être attaché. Exactement, c'est-à-dire que la tension des cordes crée comme ça un plaisir érotique. Il y a aussi une relation finalement qui se crée entre celui qui attache et la personne qui est attachée. Il faut quand même avoir confiance dans cette personne pour lui donner le pouvoir de vous attacher. Mais je peux vous dire qu'il y avait un certain plaisir érotique et ça c'était indéniable. Il y avait des cris, il y avait des gémissements de plaisir. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose d'érotique. Et tu parles aussi alors des distributeurs de petites culottes. Moi je suis allé au Japon mais j'en ai pas vu, j'ai pas cherché non plus énormément. Est-ce que c'est assez fréquent et tu en vois des distributeurs de petites culottes usagées ? Oui, alors ça, c'est plus dans le quartier de Akihabara, où il y a tous ces gens qu'on appelle les otaku. Les otaku, c'est un peu les fous de manga, les fous d'électronique, et tous ces gens qui ont développé, alors là, pour le coup, un rapport à l'érotisme ou à la femme, souvent à base de fétichisme, et donc de poupées gonflables ou de choses comme ça. Et donc, dans les sex shops d'Akihabara, il y en a un peu partout dans Akihabara, eh bien, vous avez ces distributeurs, c'est vraiment comme des distributeurs de boissons, où vous mettez votre petite pièce et une boule tombe et au sein de la boule, c'est carrément une culotte. Alors, elle est censée être usagée. Je la renifle là.
pour vous, un peu trop parfumée pour être parfaitement usagée, ou alors elle a été utilisée qu'une ou deux fois, quoi. Il y a une telle fascination pour la petite fille, je dirais le fantasme de la Lolita. On voit beaucoup ça à Akihabara, on voit des images de jeunes filles en tenue d'écolière. C'est ça le fantasme japonais par excellence. Nous, souvent de l'Occident, on les trouve toujours un peu pervers, limite pédophiles. Donc c'est ça qui vendent dans ces distributeurs de petites culottes, c'est que ça a appartenu à une lycéenne. Moi, je pense que ça n'a pas vraiment appartenu à une lycéenne et que c'est vendu comme tel. Mais c'est quand même étonnant qu'il y ait ce fantasme-là et que ce soit ça qui attire et qui vende à Akihabara. Oui, et ces filles, moi j'y suis allé à Tokyo, j'avais vu effectivement, c'est assez surprenant la première fois, ces filles en tenue d'écolière, mais elles ne sont pas forcément mineures, même d'ailleurs, elles se déguisent en écolière. Exactement, on se balade à Akihabara notamment et on voit plein de filles en infirmière, on appelle le syndrome de la Lolita, où il y a aussi les maids de café, où là vous avez carrément les serveuses qui sont toutes habillées en servantes, quoi, un peu avec des froufrous. Mais il y en a comme ça dans toutes les rues d'Akihabara. Elle distribue des flyers pour attirer le otaku, celui qui vient un peu rôder tous ces hommes seuls passionnés de manga et qui viennent un peu à Akihabara et qui vont finir dans un café où il se passera rien sexuellement, hein. Alors, il y a des versions sexuelles et on peut trouver de tout au Japon. Mais la plupart de ces jeunes filles qu'on voit, elles sont juste là pour attirer le client et elles sont déguisées parce que les Japonais adorent se déguiser. En fait, ils se sentent plus eux-mêmes, plus libres quand ils sont déguisés, alors que nous, on trouverait ces déguisements ridicules. Bon, sujet inépuisable, hein, la sexualité en Asie. On aura l'occasion d'en reparler une autre fois. Merci Constantin, bonne journée. Eh ben, merci Antonio, merci de contribuer à cette découverte mondiale de la sexualité. En effet, c'est un beau sujet très riche. Il y aurait tant d'autres choses à dire sur la sexualité au Japon. On pourrait parler des poupées de taille humaine et hyper réalistes que certains hommes considèrent comme de vraies compagnes, ou des sex shops qui proposent des films pornographiques en réalité virtuelle avec des geishas plus vrais que nature. Mais pour avoir un aperçu de la sexualité japonaise, on peut aussi acheter une corde en quincaillerie. Ça coûtera moins cher qu'un billet pour Tokyo. Et merci à Constantin Simon, qui a aussi écrit un livre sur le Viagra de l'Himalaya, Yarshagumba, aux éditions Artaud. Et si tu veux continuer ce voyage dans les sexualités du monde entier, il y a le livre d'Antonio Fischetti, Sac à dos et libido, publié chez Jean-Claude Lattès, et ses chroniques dans le magazine voyageur AR. AR comme aller-retour. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox. Et si tu as aimé, merci de nous laisser un commentaire et une bonne note. Et retrouve-nous aussi sur Deezer. Dans le prochain épisode, on parlera de l'eau sacrée du Rwanda, à savoir comment déclencher l'éjaculation féminine.